Donc, bienvenue à tous et puis merci. Merci Dominique, merci Sophie, merci Adrien d'être venus à la Maison de la Méditation. On est très heureux de vous accueillir ici. Nous essayons souvent de nous mettre à l'écoute de la poésie. Et donc, c'est vraiment très précieux. Et d'autant plus que, comme tout le monde le sait, moi j'ai été formé à tout par François Fédier. Et il y a peu de choses que François m'a dit avec insistance. Mais il y a une chose qu'il m'a dit un jour, c'est qu'il faut que je lise le sujet monotype quand il est paru. Et on en a beaucoup parlé. Et c'était vraiment... c'est vraiment une des rares choses qu'il a vraiment voulu avec insistance que je lise. Et donc, c'est très émouvant pour moi de vous recevoir ici, où François a souvent enseigné. On va tout de suite commencer par essayer de dire quelque chose du livre et de vous donner la parole. Je pense que pour commencer très simplement, ce livre est un livre très unique, très singulier. Peut-être on pourrait commencer par, c'est un livre de poésie qui mêle des images, des textes de toutes les époques, à la fois de la culture moderne et puis de la culture ancienne, et puis aussi bien des choses, des images de Une Mariale de Hantay, mais la couverture de Vertige de l'amour de Bashung, Robert Mitchum, et donc aussi sans hiérarchie. Et peut-être je voulais vous demander, et commencer par vous, Dominique, de vous demander comment se fonde l'unité, comment a été faite l'unité de ces éléments divers. D'abord, Fabrice, merci et merci à la Maison de la Méditation de nous accueillir. Merci à vous. Alors, la question que vous posez, c'est probablement la question la plus difficile. Je pensais faire la plus facile et garder les plus difficiles pour après. Je ne sais pas si Sophie et Adrien seraient à même d'y répondre. En tout cas, l'unité, elle est venue comme une sorte de miracle. Nous avons complètement improvisé ce livre, de A à Z, en espérant que l'harmonie qu'il y avait entre nous, trois, qui est capitale, sans laquelle on n'aurait rien pu réaliser, conduirait à produire une sorte de musique commune, mais nous savions l'unité. Au fond, si unité il y a, je ne peux que répondre que c'est celle de mon travail d'écrivain. Mais elle est arrivée au terme, l'unité, moi j'étais pas du tout sûr qu'elle s'accomplirait, et j'avais un peu peur même qu'elle s'accomplisse pas du tout. Je pense que tout a été guidé par un travail de poésie et par une décision, ou même ça m'a pas été décidé, c'était comme ça, de se mettre le plus en retrait possible de ce travail de poésie pour le laisser s'accomplir et s'épanouir dans l'un des modes qui est le sien, l'une des guises, l'une des possibilités d'accomplissement qui est le sien, c'est-à-dire le monde des images. Et de laisser faire ça, je crois que c'est ça qui a permis l'unité, en même temps l'hétérogénéité complète de ce qui m'a inspiré, qui n'est pas si hétérogène que ça, mais une partie des choses. Il y a Bashung, il y a aussi Mallarmé, il y a Cézanne, et puis il y a Lorraine Bacal. Mais ça fait ma vie. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux qui m'ont fait. Donc, on a laissé faire ce qu'ils m'avaient fait. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'on voit un rapport à la poésie qui fait fi des critères habituels ou des œillères habituelles ou des cloisonnements habituels. Le livre montre aussi que le rapport à la poésie est à la fois hors du temps, chronologique, tout est présent, il n'y a pas de passé, c'est pas un côté historique, et que tout devient co-présent et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre
une des plus grandes œuvres de l'histoire et une pochette de disque. Et ça dit quelque chose, ça nous fait faire une expérience de la poésie. C'est-à-dire, il n'y a pas de hiérarchie et il y a une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans le mode inspirationnel, dans ce qui m'a inspiré. Là, il n'y a absolument pas de hiérarchie. Mais je confonds quand même pas, et vous le savez très bien que je ne le confonds pas, une Sainte Victoire de Cézanne et la couverture du disque de Bachung. Dans mon inspiration et l'établissement de mon écriture, ça arrive, et c'est à moi de faire en sorte que ça s'étale de façon inaccentuée sur la page de ce que j'écris. Mais n'empêche que je sais très bien que le 13e quatuor de Beethoven, c'est au-dessus de tout ce à quoi un être humain peut aspirer, peut espérer entendre, de quoi il peut espérer faire connaissance et avoir comme compagnon toute sa vie. C'est un grand privilège, ça, qui est le privilège de la culture et qui nous revient à nous d'essayer de diffuser au maximum autour de nous. Je parle de la culture. Je parle de la grande culture, là. C'est une tâche pour aujourd'hui qui me semble très grossièrement négligée en France depuis un demi-siècle. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais tout ce que vous avez dit, qui est juste, c'est pas ça qui explique l'unité du livre. L'unité du livre, c'est un souffle dans lequel la poésie nous a maintenus, qui fait qu'il n'y a même pas de point de suture entre la page de gauche et la page de droite, ou s'il y en a, ils se fondent dans le corps du livre immédiatement. Qui fait aussi que il y a eu d'emblée un extraordinaire naturel dans l'établissement et dans l'avènement de ce qui s'est passé. Par exemple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je crois que c'est peut-être bien pour vous de le redire ce soir, c'est que, par exemple, moi je savais, parce que c'était fondateur pour moi, que je voulais évoquer la grande rétrospective Poussin, la première rétrospective Poussin d'après-guerre, et que une des façons de le faire, c'était de reproduire la magnifique et très très sobre couverture du catalogue. Et là, Adrien, lui, a produit la page de titre de Discrete Series de George Open. Il a amené ça comme ça. Et c'était comme si ces deux choses, moi je m'y attendais pas. Je voulais qu'il y ait George Open dans le livre, c'est une des grandes données de ma vie, mais je m'attendais pas à ce que ça vienne là et que ça épouse immédiatement Poussin. Et que ça donne une sorte de stabilité, un plan de vibration dont j'ai compris à ce moment-là que c'était ça qu'il fallait renouveler de page en page. Mais sans avoir la méthode pour le faire, ni la certitude d'y arriver. Et certaines des pages qui ont suivi, ça s'est établi tout seul et à toute allure, avec nos productions et ce que nous donnions, ou quand Sophie, moi j'arrive avec la desserte rouge de Matisse de Saint-Pétersbourg, et Sophie arrive avec immédiatement, comme ça, avec le poème de Mandelstam, le Loriot de Mandelstam. J'osais rien dire, je ne croyais pas ce qui m'arrivait. Absolument, c'est quelque chose, un chapitre de ma vie, peut-être de ma vie d'écrivain, peut-être le dernier, j'en sais rien. Après avoir dit que Magdalene Yenman, mon livre précédent, serait le dernier, donc je ne vais pas me à dire, mais enfin, moi je l'ai vécu là vraiment comme le dernier, parce qu'il y a aussi une question de force physique qui vient à manquer, et de force intellectuelle qui vient peut-être encore plus à manquer, mais je ne m'attendais jamais à ce que quelque chose comme ça m'arrive. Ça a été de l'inattendu de A à Z, y compris la place qui s'est libérée. En tout dernier moment, on a eu 4 pages de libre, tout à fait en fin d'un cahier, à la fin du livre. Et là, il y avait la photo de l'essaim des tourneaux, que je voulais beaucoup, mais j'y avais renoncé, il n'y avait plus de place. Et Anthony Delbecq, qui a piloté chez POL, qui a composé le livre avec nous pendant des mois et des mois, a dit, mais non, on a 4 pages de plus. Et c'est là qu'est venu l'essaim des tourneaux, qui est une chose que vous avez tous certainement vue dans les campagnes, et qui est grâce à une inventivité infinie, et en même temps, un désordre dans l'ordre, c'est pas poussinesque.
un essaim des tourneaux. Donc et là, c'était le bonheur, et c'était l'ultime inspiration et la chance qu'on avait qu'il y ait cette vache de libre. Voilà, c'est venu. Et donc, il y a une unité, je pense, si vous l'avez dit, mais il y a une unité de bonheur aussi d'avoir été ensemble, une allégresse d'avoir été tous les trois, enfin, que j'ai éprouvé en tout cas avec eux deux. Oui, mais parce que ils vont peut-être vous dire le contraire dans une minute. Et donc, je suis sûr que j'ai pas répondu à votre question, mais parce que je sais pas répondre, mais il y a eu une chance inouïe. Alors peut-être qu'il n'y a pas de chance dans la vie, qu'il n'y a qu'un destin qui se tisse de la première à la dernière seconde, il faut dire les deux. Il y a la chance et le destin. Un être humain, c'est fait de ça. Un écrivain qui se tient, n'importe quel être humain, et c'est fait de chance et de destin. Sa vie est traversée par les deux. Et au total, ça, si tout va pas trop mal, ça donne une certaine unité. C'est clair. Alors peut-être je voulais vous poser une question à vous, Sophie, puisque c'est vous qui avez été à l'initiative du livre et que ça vous apparaissait comme une nécessité, même si entre l'idée initiale et ce que le livre, il y a eu beaucoup de n'a rien à voir. Rien à voir, mais peut-être vous pourriez dire qu'elle était... Ah non, l'idée initiale, non, elle est très mauvaise. Donc je ne vais pas la dire. Non, c'est pas très mauvaise. Voilà, c'était une pas bonne idée initiale, ça c'est certain. Mais en même temps, ça s'est métamorphosé en bonne idée. Dans la pas bonne idée, il y avait quelque chose qui était vraiment... Enfin, deux choses que j'ai dit déjà devant Jean-Paul Hirsch au moment de la vidéo chez POL, mais je peux les dire peut-être autrement ou de la même façon, j'en sais rien. La première chose, c'était... je pense qu'il y avait je voyais une espèce de nécessité à ce qu'il y ait à un moment donné un livre qui puisse exposer le travail de Dominique Fourcade dans sa circulation. Voilà, dans sa mobilité, sa circulation, etc. Le tout petit noyau initial était là, mais le projet initial qui n'était pas bon a évolué dans le dialogue d'abord avec Adrien, et puis vraiment à chaque fois, à chaque étape avec Dominique, jusqu'au moment où Dominique Fourcade est entré complètement dans le projet. Il ne faut pas que je bouge, c'est ça? Non, ça va s'arranger tout seul. D'accord. Et ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça venait aussi du fait que je cherche... Enfin, il y avait peut-être comment dire une œuvre, l'ensemble d'une œuvre ou une œuvre, sans le recouvrir de ses propres mots. Je cherchais, je pense, mais depuis longtemps, quelque chose qui aille dans cette direction. C'est-à-dire qu'il ne soit pas un commentaire ou par ses propres mots, on recouvre l'œuvre. Et c'était vraiment l'idée d'une exposition, mais d'une exposition qui vienne aussi en dessous, enfin, où il y ait quelque chose qui fasse apparaître, enfin... Bon, j'explique très mal, sans doute. Très beau, et voilà. Clair. Mais le projet, enfin, c'est le livre tel qu'il est, c'est absolument pas, c'est un peu une fable, hein, le préambule, c'est une fiction, parce que c'est vraiment, enfin, le projet, il est né quand on a été à trois. Il n'y a pas de, pour moi, voilà, il n'y a pas d'antériorité à ça. Oui, mais le désir que vous avez eu a ouvert, le désir se... Le projet s'est métamorphosé, mais votre désir a ouvert quelque chose. Oui, mais enfin, il aurait pu aussi bien tomber à plat s'il n'y avait pas eu Adrien. Oui, mais c'est... Ça, le désir qui tombe à plat, c'est très souvent. Oui, mais voilà, il y avait non, ce que vous dites, je trouve c'est très... Non, je pense que si je n'avais pas eu la possibilité encouragée d'abord par Dominique Fourcade d'en parler avec Adrien, rien ne serait jamais arrivé. Et sans la présence ensuite... et au premier chef de Dominique Fourcade et les encouragements de Frédéric Boyer, l'accueil de la maison POL et la chance qu'il y ait un éditeur, voilà, je pense que le désir tout seul, enfin, c'est un vain mot, enfin, ça sert à rien. Oui, voilà. L'aspiration. Non, mais on va pas. Non, mais l'aspiration, ce que tu dis, le plus important, c'est ce que tu dis, d'exposer une œuvre sans la recouvrir. Oui, voilà. Donc ça, c'est très important. Et ça fait partie de l'originalité de ce livre. Et puis de l'originalité quand même aussi
du travail de Dominique Fourcade, Oui. ce dialogue avec, Oui. entre la poésie, la peinture et l'histoire. Et le livre, quand même, rend compte d'une vie qui a essayé de tisser ensemble. Et c'est assez rare, de cet engagement dans la peinture, cette méditation sur l'histoire et cet engagement dans l'écriture. Oui, mais peut-être au-delà. Enfin, moi, j'avais le sentiment aussi ça tombe bien avec les étourneaux, mais d'une constellation ou d'une murmuration, justement, d'événements poétiques où qu'ils se trouvent et qui peuvent se trouver dans des événements de l'existence, dans un visage entreaperçu, dans une silhouette, dans un papier craft. Enfin, voilà, c'est-à-dire, ça, je trouve que on en a déjà parlé, mais c'est justement pas un poème qui naît dans un rapport. Je dis pas que c'est sans savoir, hein, loin de là, mais ça n'est pas dans un rapport dominé par le savoir ou par ce qu'on appelle le culturel, que je distingue de la culture, bien entendu. Et ça, c'était vraiment. Enfin, je crois que c'est l'une des grandes caractéristiques et d'une. Enfin, c'est difficile, je veux pas en parler là, mais d'une très. Enfin, voilà, c'est vraiment la très grande beauté vivante de ce travail, de cette poésie. Ouais, je trouve que ce que vous dites c'est très juste. Une des unités, c'est l'expérience de la culture qui n'est pas culturelle. Et c'est rare aujourd'hui, de ce rapport à la culture qui ne devienne pas culturel. Il n'y a rien de culturel, c'est vraiment la culture nue. Et je trouve que c'est juste. J'avais une question alors pour toi, Adrien. Donc moi, je t'ai vu régulièrement pendant que tu faisais le livre. Et, et peut-être je voulais te demander pourquoi ça t'a mis dans une telle joie. Et même, je trouvais que chaque fois que tu revenais de tes séances de travail, tu étais dans une profonde allégresse. Et je me suis dit, peut-être ce serait bien de... Je t'ai vu dans d'autres... Ça ne dément pas l'allégresse dont parlait Dominique, effectivement. Bah, ça, c'est difficile aussi comme question, mais... C'est plusieurs choses. D'abord, il y avait l'allégresse de la transformation. C'est-à-dire que ce livre nous a transformés en co-auteurs tous les trois. Et moi, j'étais un lecteur de la poésie de Dominique depuis 20 ans. J'étais un lecteur transformé par cette poésie, mais j'avais pas été encore transformé en co-auteur. Ça, je pense que c'était un des grands étonnements, bouleversements, et je pense que ça fait partie de ce travail, de cette poésie qui se donne comme ça et permet de transformer le regard. Rilke parle tout le temps de ça, mais il n'y a pas tant de poésie que ça qui transforme effectivement, et là, c'était peut-être une des dernières modalités de transformation de moi par cette poésie. Et puis, dans l'allégresse, il y avait l'allégresse d'être tous les trois, de la joie de nos séances, mais il y avait aussi... j'avais un peu peur aussi, quand même. Enfin, c'était une allégresse aussi sur une cime, mais c'est les grandes allégresses de quand on est sur un point d'équilibre, parce que je savais... Là, il faut que je distingue deux choses, peut-être. Il y a... Quand on prend le risque de la poésie, qui était un peu nouveau pour moi, parce que d'habitude je suis lecteur, et là on participait, on se rend mieux compte du risque. Et il y a des risques énormes dans ce livre, tout le temps. C'est-à-dire risque de grande nudité poétique. Là, Dominique a raconté comment ça s'est fait tout seul, effectivement, la page Poussin et George Open, mais il y a d'autres pages qui sont des énormes risques. Je pense à celle-là, par exemple. La traduction d'un poème de George Open en face de Lascaux. Qu'est-ce qui fait qu'on a osé ça ? C'est pas évident, c'est un poème qui parle d'un ascenseur qui monte et qui descend. Et de l'autre côté, il y a un taureau de Lascaux, donc on a une des plus grandes œuvres, on a un poème. Alors il y avait une allégresse et une joie d'être au contact de ça, mais une espèce de peur que ce soit vrai.
Est-ce que ça allait être vrai? Et je crois que après, ma vraie joie, c'est quand on discutait beaucoup de ça, est-ce qu'on va mettre ça? Parfois, ça s'est fait tout seul. Parfois, on a essayé pas mal de configurations. On a changé, on a modifié. C'est un livre qui est aussi très, très composé. Donc, il y avait la joie d'être ensemble. Mais quand ça tombe juste et qu'on arrive à faire ça et que ça tienne, et ça tient parce que la qualité de nudité est aussi vraie d'un côté que de l'autre. C'est peut-être ça, la nudité poétique du poème de George Open, qui est un des plus beaux poèmes de tout George Open, dans Discrete Series, et de cette photo d'un taureau de Lascaux. Alors effectivement, il y a le péril, et puis quand ça tient et que la nudité est effective et qu'on a l'impression d'avoir touché la poésie là, il y a une joie profonde, mais qui est aussi une joie consciente du péril, disons. Je veux dire, ça, c'était... Et comme on est tous les trois, il y a aussi... on s'appuie les uns sur les autres, et on s'appuyait... C'est pour ça que un livre comme ça... Oui, c'est bien qu'on ait été trois, je pense. C'était important parce que vous, Dominique, vous avez plus l'habitude que nous, mais pour nous, c'était moins. Pour nous, c'était un peu nouveau. Mais pour moi aussi, c'était complètement nouveau. Mais voilà. Je voudrais dire juste une chose en vous écoutant, en vous entendant parler de la peur, qui était immense chez moi. Je vous en ai pas dit le 10e pendant qu'on le faisait. Je pense qu'il fallait que je la cache, sinon ce serait arrêté. Mais moi, j'ai fait assez vite quelque chose que je crois que vous n'avez pas fait. Vous direz si j'ai tort. Au bout de 20 ou 30 pages, j'avais tellement peur que je l'ai montré à 2 ou 3 de mes proches pour avoir une idée de savoir quelle était la réaction. J'ai jamais cru dans la vie que j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'en tant qu'écrivain, je prenne toutes mes responsabilités et ne les fasse reposer sur personne d'autre, mais après, le verdict, vrai verdict, qui dit si ce qu'on a fait est bien ou pas, ce sont les autres. C'est la vérité d'un travail comme le mien, ce sont les autres qui doivent le dire ou l'infirmer. Et donc, ayant peur, je l'ai montré, et les premières réactions étaient mais hyper enthousiastes. Hyper enthousiaste. 3 ou 4 personnes très différentes les unes des autres. Et alors j'étais rassuré, et du coup je n'ai cessé de le montrer, en tout cas au moins jusqu'à sa première moitié, en termes de quantité. Je l'ai constamment montré à des proches, pas toujours les mêmes. Et ça m'a énormément encouragé à continuer. Et je me rappelle, j'ai tenté d'écrire quelque chose... J'ai d'ailleurs écrit quelque chose là-dessus, parce qu'en plus, l'écriture continue. Vous savez, quand il y a eu une telle lancée, le livre est fini, et il fallait qu'il prît fin, mais l'écriture continue. Et le dispositif du livre continue de travailler en chacun d'entre nous, je crois. Et donc, moi, j'ai continué d'écrire. Et j'ai écrit quelque chose sur le fait que j'entends des gens crier. Ce sont des gens qui crient en lisant. J'ai vraiment entendu des gens crier en lisant. Mes proches, enfin, oui, les dont je parlais, puis peut-être de plus en plus nombreux, poussaient des cris, au téléphone m'appelaient, dire, écoute, etc. Et donc, c'est quelque chose qui me comble, et personne ne me donne d'explication sur ces cris. Et moi, je les laisse être, les gens crient de surprise, cris de contentement, cris de reconnaissance au livre et à la poésie. Aujourd'hui, je suis pour rien de tout ça, je le sais très très bien. Mais c'est maintenant un cortège dont je ne peux plus séparer le livre des cris qui entourent sa lecture sans que personne
Mais parce que vous savez, la lecture, c'est censé être quelque chose de silencieux. Mais ça ne l'est pas tant que ça. Je veux dire, ça n'est pas tant que ça. C'est éventuellement quelque chose de solitaire, mais pas nécessairement, et même je ne crois pas du tout, quelque chose de silencieux. Peut-être surtout celui-là. Et surtout celui-là, mais pas que celui-là, oui, mais surtout celui-là. Je pense celui-là, je comprends ce que vous dites. Pour l'avoir lu, je trouve que c'est vrai qu'il y a quelque chose, oui, c'est tellement, à la fois, il y a cette unité déconcertante, et puis il y a aussi l'intensité d'un parcours dans tout ce qui est le plus, dans ce qui est le plus précieux de la culture, avec la distinction qu'on a fait tout à l'heure. Donc il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a quand même... Oui. Et ça me fait la transition sur la question que je vais vous poser, et vous pouvez tous les trois y répondre. À mon avis, une des choses qui fait qu'il y ait ce cri, c'est le statut de l'image dans le livre, qui ressemble absolument... c'est pas comme un livre d'art. C'est pas... Je pense qu'il y a quelque chose ici dans le statut de l'image dans ce livre qui est vraiment stupéfiant et assez rare et qui fait vraiment effraction. Tu veux répondre? Oui, alors tout est... Enfin, l'image, c'est... Les textes aussi font image. Enfin, tout est traité sur ce mode. D'ailleurs, enfin, il y a une typographie aussi qui participe de ça. Il y a, par exemple, la page du nénuphar de Mallarmé, c'est une page all over. Voilà, il y a des... Ça, je crois que c'est très important. Mais peut-être que c'est lié, en fait, je suis hantée par quelque chose que je voudrais dire, et je ne sais pas si ça répond à votre question. On en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est vrai que le livre continue à travailler, du coup, les images aussi, par conséquent, les images aussi. Et hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a quelques jours, je repensais au titre d'un poème de Dominique Fourcade, qui se trouve dans Manque, qui emprunte à Joubert, qui est une forme dont on n'a pas le moule en soi. Et on disait tout à l'heure avec Dominique Fourcade que le livre, d'une certaine manière, était la réalisation aussi de ça. Et en lisant Joubert, en essayant de retrouver chez Joubert cette phrase, je suis tombée sur quelque chose qui, je crois, qui a à voir avec ça, parce que c'est une question de regard, qui est une phrase écrite par Joubert dans ses carnets en 1805, le 6 janvier très exactement, et qui est « Les anges dans Milton ont un éventail au travers duquel ils regardent leurs ailes. » Et ça a été pour moi une formulation, mais que je ne m'explique pas, de ce qui avait eu lieu dans le livre. Mais je ne me l'explique pas. Vous pouvez la redire la phrase? Les anges dans Milton, le poème dans Le Paradis perdu de Milton. Donc les anges dans Milton ont un éventail au travers duquel ils regardent leurs ailes. Alors voilà. Je peux dire quelque chose? J'aimerais mieux. Alors, oui, d'abord, il faut être honnête, c'est-à-dire que pour cette soirée, nous n'avons strictement tous les trois rien préparé, sauf ceci, parce que hier ou avant-hier, Sophie a trouvé ça, et elle m'a envoyé un mail en disant « j'ai trouvé ça ». Et on en a parlé, j'ai échangé, etc. Mais je lui ai pas dit, je l'ai dit à ta personne, parce que je l'ai compris plus tard, ce que ça provoquait comme réaction en moi. Donc, les anges dans Milton ont un éventail à travers lequel ils regardent leurs ailes, et je me suis dit, alors, et toi là-dedans, toi? Eh ben, je réponds, moi, j'ai pas d'éventail, et j'ai pas d'ailes, mais j'ai des yeux pour regarder mon absence d'ailes. Voilà ce que j'ai à te dire. Et que si tu n'avais pas produit cette citation fabuleusement belle et totalement imméritée, peut-être pas imméritée pour le livre, en tout cas imméritée
pour qui je peux être, moi, dans cette configuration. Moi, je déplore tellement de ne pas avoir d'ailes. J'ai déploré ça toute ma vie. Il me semble que les êtres que j'ai rencontrés en avaient des ailes et moi pas. Et j'ai rencontré des êtres formidables qui avaient pas d'éventail, mais des ailes. Et qui n'en faisaient pas état. Et moi, je savais très bien qu'à côté de ces êtres ailés, et qui dont la présence et le rôle a été constamment capital et constamment renouvelé dans mon existence, moi, je n'en avais pas, et qui m'incombait de le savoir, de le voir, de le regarder, d'entendre l'absence de battement, qui est quelque chose d'aussi capital que le battement, et de faire ce que je pouvais, comme ça. Non mais, faut pas. Et je veux dire, c'est un peu central pour moi, ça. Et ce qui était dur à accepter, c'est que ce livre expose ça pour moi. Et que je me suis senti extrêmement exposé. Dans cette absence d'elle. Et que, en même temps, je me disais que c'était une façon magnifique de l'exposer, cette absence d'elle, et que par exemple, quand, très tôt dans le livre, ayant compris la beauté des couvertures de livres, les livres que j'ai aimés ont tous une couverture, comme tous les livres que vous avez aimés, ces couvertures sont parfois, restent en nous, de façon aussi importante que le contenu du livre. Elles sont une image, ce terme si important dans la structure et l'architecture dynamique du livre. Elles sont chacune une image éternellement vivante en nous, et si on les juxtapose, elles entament un dialogue auquel nous n'aurions jamais pensé, et si on les met avec autre chose qu'elles, dans une même époque, ou dans des époques très différentes, quelque chose de fabuleusement vrai. Vous avez tout à l'heure dit d'intemporel, oui, c'est pas un de mon temps sans passer. Mais pour arriver à ça, moi, il faut que je dise des choses sur ma jeunesse que j'ai jamais dit. J'ai pas besoin de dire, par exemple, la page où il y a les 4 couvertures des livres des éditions de Minuit contre la torture en Algérie qui ont été décisives dans mon existence de jeune homme. Ces livres, la torture, la guerre d'Algérie, et à droite, tout de suite, naturellement, est venue la fabuleuse couverture de Paris Match avec la photographie de Walter Caron pour la mort de Matisse. La photographie est antérieure à la mort de Matisse, mais Match a eu le génie, qui non plus maintenant, de la reproduire en une. Et c'est quelque chose d'inoubliablement beau. Et dans l'encart, dans le coin supérieur droit de la couverture, de cette couverture de Match, avec Matisse Royal en train de découper des papiers. Matisse est éternellement le frère de ma vie pour ce geste-là. Il y a un encart qui traite de la guerre d'Algérie. Et donc, quand je mets les deux côte à côte, je mets Dominique Fourcade à nu. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire des choses aussi directes. Et là, j'ai un mouvement de recul, je l'aurais dit d'ailleurs. C'est là qu'est venu, vous m'interromprez si je parle trop longtemps, c'est là qu'est venu ce moment, parce que ce n'est que des moments comme ça, l'un des deux ou les deux me disent, bon, c'est très bien pour nous, c'est très très parlant, mais pour les gens qui vont ouvrir le livre, ils risquent de pas comprendre. Et là, je m'entends encore leur dire, je l'ai déjà dit dans plusieurs entretiens, je m'entends encore leur dire, bon, ben, je vais régler ça en 2 lignes. J'ai expliqué ce que c'est en 2 lignes. Puis, je me suis commencé à écrire, et ces 2 lignes sont devenues 20 lignes. De ce qu'on a appelé, ensuite, entre nous, et auxquelles on se réfère maintenant, qui sont devenues appelées les légendes du livre, quand il y en a. Toutes les images ne sont pas légendées. Mais quand elles le sont, elles ont été pour moi l'occasion d'inventer, à l'intérieur de mon registre d'écrivain,
une façon d'écrire que j'ignorais, que je pouvais faire, que j'ignorais que je pouvais produire. Et que, à travers ces choses très concrètes du biographique de ma vie, tout autant que biographique et la couverture de Poussin et l'expérience d'avoir lu beaucoup plus tard Discrete Series de Giorgio Penn, l'expliquant dans ces légendes, j'ai réussi, c'était une joie, parce que je sentais que je réussissais à me surprendre et à moduler dans un même texte l'intimement biographique. Je veux dire, par exemple, la guerre d'Algérie, pour un homme de ma génération, c'est intimement biographique. Et le plus général de la beauté poétique des images, de la mort de Matisse, et de passer constamment de l'intime à l'universel sur un mode non emphatique. Donc juste un petit mot, c'est que après je me suis dit là, il faut rester grave, parce que c'est des choses très graves, une vie, et ne jamais tomber dans l'emphase. Ça, c'est pour l'écriture, qui encore une fois, je crois que je ne l'ai pas dit ce soir, mais je l'ai dit partout, n'était pas prévue. Et nous voulions faire un livre d'images. Toute l'écriture qu'il y a là-dedans, la mienne, la leur, leurs index, etc., la table à la fin qu'on a écrite tous les trois, la table des matières, on s'est amusé comme des fous, on était soulagés, on n'avait plus rien à perdre. Et là, on a écrit, on s'est libéré, on a fait des choses, je sais même pas si quelqu'un la lit, la table des matières. Ah, si. Mais on l'aime beaucoup, tous les trois. Elle fait partie de la joie de ce livre. Et là, on se dit, bon, voilà, c'est fait, maintenant, on peut déconner. Bon. Mais. Je connais aussi avant. Mais je sais plus où j'en étais d'ailleurs. Non, voilà, je peux dire que comment ça s'invente une écriture. C'est quand même beau quand ça s'invente, quand on ne refait pas ce qu'on a déjà fait. C'est pas pour ça que c'est bien. C'est bien, c'est vous qui devez le dire ou dire que c'est pas bien du tout. C'est vous le verdict. Mais ce qui était bien, c'était de le tenter, de le réaliser, d'avoir le sentiment que on était dans l'inconnu de soi-même. Après, maintenant je me tais. Le fait que, moi je trouve, si on reprend les 2 pages des 4 couvertures de livres sur la torture et la guerre d'Algérie, et en face, Matisse, donc à la fois, je comprends très bien, vous vous mettez complètement à nu, il y a quelque chose là de très intime, mais en même temps, pour nous, lecteurs, qui par exemple, pour moi, qui vous connaît pas, qui connaît pas votre vie, je prends ça aussi comme les 2 visages du XXe siècle. Et je trouve que votre livre est marqué par ça. Vous dites à un moment, je suis dévoré par le XXe siècle, voulant dire que je ne puis m'ôter du processus d'extermination qui a été planifié au cœur de ce siècle. Et je trouve que votre livre est aussi, nous invite, nous lecteurs, à une méditation qui nous met nous-mêmes à nu, entre à la fois le plus beau de la poésie et l'effroi. Oui. Je trouve que c'est ça la force du livre aussi, c'est de nous Merci, montrer parce que si ça vous pouviez avoir ensemble. raison, je serais comblé. Je crois que nous serions tous les trois comblés. Si Dieu fasse que vous ayez raison. Mais oui, moi ça a été aussi l'occasion, c'est vrai, parce que il y a la cantate, et qui était censé là aussi être un tout petit texte qui s'appelait La légende solitude au départ, et que j'arrivais pas à faire, et qui est venu le livre s'interrompt quand elle commence. Enfin, un certain livre s'interrompt pour faire place à autre chose, et le livre qui avait commencé reprend quand la cantate finit. Je crois que la dernière image avant la cantate, c'est le départ du 100 mètres des Jeux Olympiques de Berlin, en plein fascisme et en pleine horreur commençante. Mais c'est une course gagnée miraculeusement par un noir. Enfin, il n'y a pas de miracle, c'était de loin le meilleur, mais miraculeusement, pour toutes les circonstances politiques, ça a vraiment enragé Hitler, et ça c'était hyper positif. La cantate commence et elle s'arrête avec le Saint-Christophe de Bellini, qui fait partie de la cantate.
pour dire il n'y a de Saint-Christophe qu'en peinture. Mais du seul fait qu'il y a un Saint-Christophe en peinture, il y a un Saint-Christophe pour nous, à condition de comprendre ce que c'est que la grande poésie. Elle n'est pas censée vous sauver, elle est censée vous faire traverser les choses. Bon. Ah, je pense que c'est ça, Oui. la clé du livre. Oui, absolument. Et le Saint-Christophe, la cantate s'arrête, et nous reprenons avec la frise de léopard, le frisson de la frise de léopard du vase de Tépétialque au Louvre, des 2 vases de Tépétialque au Louvre que chacun connaît peut-être déjà ou peut aller voir quand il veut au département, dans ce fabuleux département des Antiquités moyennes orientales, où il est extraordinairement mal exposé. Mais c'est tellement beau, tellement simple. Et entre-temps, moi, j'ai fait quelque chose que je ne savais pas que j'allais faire. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'horreur concentrationnaire. J'ai parlé du fait qu'il n'y avait plus de place pour personne au monde. Plus personne n'avait un chez-soi. Y compris ceux qui croyaient, comme Heidegger, en avoir un. Il n'en avait pas. J'ai réussi à dire ça, après avoir tourné ça dans ma tête avec un certain François Fédier, qui est un des grands compagnons de ma vie pendant 50 ans. J'ai réussi à le formuler, alors que de son vivant, j'avais pas réussi. Et j'ai réussi aussi à mettre en jeu l'ordre du roman, qui m'est malheureusement étranger au sens, qui est au-delà de mes capacités, mais pas étranger dans la perception que j'en ai et l'admiration que j'en éprouve. Et j'ai réussi à parler de Pasternak. Et j'ai réussi à introduire mon grand ami Pierre Soushinsky, qui est un Russe émigré. Il n'aimait pas qu'on dise qu'il était émigré, mais un Russe qui a passé la majorité de sa vie en Europe occidentale et notamment en France. Pierre Soushinsky, que j'ai connu par René Char, donc ça fait beaucoup de liens, et qui ne m'a jamais dit, il compartimentait beaucoup son existence, Pierre ne m'a jamais dit qu'il avait cette correspondance avec Pasternak. Je ne savais pas. J'ai découvert, au moment où nous faisions le livre, je crois que c'est Sophie, encore une fois, qui a trouvé les lettres, qui a trouvé en russe un recueil de lettres publié par Kosovoï, de Pasternak à Soushinsky et de Soushinsky à Pasternak, que nous avons fait traduire 2 d'entre elles par une formidable amie, Lydia Obolinski, de Sophie, et on en a mis une dans le livre, dans le corps du livre, et une autre on l'a utilisée pour quelque chose que j'affectionne beaucoup, qui est un marque-page du livre. Et donc tout ça s'enchaîne. Mais je vais insister encore sur une autre chose. Au milieu de cet enchaînement, où il y a vraiment des choses grandioses et qui, à la fois ce roman inouï de beauté, qui est Jivago, la persécution de tout un appareil d'État contre le livre et contre l'homme, un des 3 grands services secrets du monde, ou un des 2 grands services secrets, la CIA, qui comprend l'importance de ça en lisant le livre dans la version italienne et dans la version française, et qui tout de suite vole le manuscrit russe chez Feltrinelli pour en établir une édition russe, qu'elle fait rentrer en Russie. Mais je ne sais pas si aujourd'hui encore les services secrets s'occupent des grands romans ou des grands poèmes. Moi, je rends hommage à la CIA. C'est peut-être pas beaucoup d'autres occasions de lui rendre hommage, mais je rends hommage. Et produisent cette reliure en percaline bleue, d'une élégance totale et d'une sobriété totale. Et nous tombons, enfin nous, c'est encore Sophie, parce que je dis ça, c'est la stricte vérité. Je savais qu'il avait été glissé par les agents de la CIA en Europe dans tous les lieux où il y avait des Russes, dans leurs poches, pour qu'ils le découvrent après. On leur disait, voilà, on a ça, on a reçu qualité, ils le prenaient, ils l'ouvraient chez eux ou le ramenaient clandestinement en Russie, mais emballé dans un petit papier d'emballage. Sophie a retrouvé sur Internet le papier d'emballage rapporté chez lui avec le livre
par un agent secret, un agent hollandais de la CIA qui rentre chez lui un soir et dit voilà ce que nous faisons, regarde ce que nous faisons, c'est quand même beau. Et l'épouse, après la mort de son mari, agent secret, a gardé le papier d'emballage. Et je veux dire ici que ça c'est vraiment le livre, cette page, avec le papier d'emballage. Ça veut dire que, encore une fois, ça n'est pas une réalisation artistique qui équivaut à un grand Cézanne, mais c'est une réalisation poétique qui équivaut à n'importe quel poème, en termes de densité poétique, en termes d'événements, en termes de référence, en termes d'électricité et de dynamisme et de vérité pour nous. Cette page est là. Je m'y réfère tout le temps. Et je suis très fier que nous l'ayons produite tous les trois, et très fier de là où elle est. S'il y a quelque chose, elle est là, au moins j'ai fait ça, moi. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça. Nous avons tous les trois fait ça. C'est clair. Est-ce que, Adrien, tu veux dire quelque chose sur cette articulation entre l'effroi du XXe siècle et la poésie? C'est très simple comme question, j'avais dit. Tu peux. Non, c'est une question qui nous anime depuis toujours. C'est clair. Toi et moi, Dominique, nous. Et quand je parlais de, la joie de ce livre, la joie et la peur, et c'est que ce livre, effectivement, est l'expérience de ça aussi. Donc là, ça me parlait, il y a quelques pages d'une extraordinaire force. Là, il y a ce que Dominique disait autour de Jivago et le papier craft. Il y a aussi les pages avec Charlotte Delbo, avec l'espèce humaine, avec les couvertures autour des camps. Il y a des textes de Delbo, il y a plusieurs pages bouleversantes, là, et on était complètement bouleversés de les faire ensemble. Et il y a l'intensité du moderne qui permet de traverser ça. Et il y a les deux portraits de Madame Cézanne, et il y a ça qui nous tient constamment, c'est-à-dire la possibilité, on vit, moi ça m'arrive, j'ai déjà dit ça en classe, nous vivons après la Shoah et après Cézanne, et c'est pas séparable, je peux pas séparer les deux. Voilà, ça c'est ma manière à moi de le formuler, et le livre le formule encore aussi d'une autre manière, le dit... Et la vérité poétique moderne permet d'endurer ça. Et aussi dans la vérité de cet événement et de ce XXe siècle. Et là, il y a quelque chose de la vérité de l'écriture aussi. De la vérité de l'écriture de Charlotte Delbo, de la vérité de... Tout ça, ça fait un. De Robert Antelme. Parce qu'aussi, on pourrait dire, ça ouvre un rapport possible à ça. Parce que dans notre monde, c'est très difficile d'avoir un rapport qui soit pas soit historique à distance, soit dans l'emphase. Moi, je pense que ce que vous avez dit, Dominique, c'est très important. Quel rapport on peut avoir avec ça qui soit où on est mis à nu par l'effroi sans que ça tombe dans l'emphase, dans l'objectivation, dans une morale bon marché. Là, il y a quelque chose quand même qui ouvre aussi la possibilité d'avoir un rapport. Peut-être le pire, c'est de ne pas pouvoir avoir un rapport à ça. Moi, par exemple, votre livre m'a conduit à lire l'établi de Linhart que j'avais jamais lu. Ça parle un peu de l'électricité de votre livre. Je n'ai pas pu faire autrement que le lire. Et parce que le livre rendait possible de le lire, qui est un autre visage aussi de... Oui.
j'ai le sentiment justement que c'est ce qui a lieu globalement avec les livres de Dominique Fourcade. C'est-à-dire que là, c'est un livre qui s'appelle « Vous m'avez fait chercher », mais je crois que le livre montre, permet de mettre à jour des choses qui ont lieu aussi dans son écriture. L'établi, moi, je l'ai lu depuis un livre, je ne sais plus lequel, de Dominique Fourcade, et ça, je crois que c'est important. C'est un peu délicat, d'en parler là, je veux pas, mais je trouve que ça, c'est vraiment important dans le préambule, effectivement, on dit on peut découvrir ce livre sans connaître nécessairement l'œuvre, et c'est pas une illustration de l'œuvre, etc. Mais c'est un ensemble, c'est un tout poétique. C'est pas ce livre, il est pas dissocié non plus pour moi de l'ensemble des autres livres et de l'ensemble d'autres réalisations poétiques, comme sont toutes les expositions, etc. Ça, je trouve que c'est peut-être, voilà, juste ça. Je ne sais pas comment le dire. Non, mais ce que tu dis aussi, c'est ce que j'essaie de dire, moi, avec la transformation. C'est-à-dire que il y a des choses, il y a des écritures, il y a des textes qui nous transforment, il y a des textes qu'on aime beaucoup, qu'on lit, qu'on relit, mais qui nous touchent. Il y en a qui nous touchent et nous transforment. Et je crois qu'il y a une force de transformation et qui fait que là, il y a une vérité de cette couverture, comme tu dis, à cet instant-là, telle qu'elle est produite, vérité qu'on a essayé de rendre la plus juste possible avec nos moyens, en essayant de vérifier si ça tenait, si c'était possible, si c'était vrai, parce qu'en fait, c'est toujours de ça qu'il s'agit, qui fait que oui, peut-être moi j'avais déjà vu l'établi en tant que référence, mais là c'est pas une référence. C'est ce qui se produit, c'est que ça n'est plus une référence, de même que la Desserte rouge, on en a déjà parlé, moi j'ai des catalogues avec la Desserte rouge, là on pourrait dire c'est une reproduction de plus de la Desserte rouge, sauf que c'est pas une reproduction de plus de la Desserte rouge, c'est autre chose, parce qu'il y a le Loriot avant, parce qu'il se passe autre chose après, et qu'on a essayé de prendre tout dans cette nécessité-là de la vie du poème, et qu'effectivement, le Linhart devient nécessaire. Là, oui, ça c'est... Et en même temps, j'ai pas très bien répondu à ce que vous avez... Il ne faudrait pas du tout qu'on ait donné l'impression, je pense qu'Adrien va partager cette idée, on n'était pas dans une position de savoir par rapport au travail de Dominique Fourcade, etc. C'est aussi un livre où on a appris énormément de choses en le faisant. C'est pas un compte-rendu de quelque chose. Ça, non. Je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, qu'on a appris et découvert, et qui ont... y compris dans tout. Oui. Et puis même, il y a des choses, disons, dont on savait ou on souhaitait qu'il faudrait qu'elles soient dans le livre, mais on ne savait pas comment ça se produirait. Ça, on ne savait pas. Il y avait certaines œuvres où on était tous les trois d'accord sur le fait qu'on voulait les mettre quelque part, mais ça s'est fait page après page, et puis ensuite, en vérifiant le rythme. Constamment, en vérifiant ça, c'est un livre qui a une qualité rythmique vraiment très étonnante de ce point de vue-là. Et puis parce qu'on était en même temps, en même temps, Dominique Fourcade écrivait les légendes, et puis il y a Feston, qui court à travers le livre. Et on était aussi dans la secousse de cette écriture qu'on recevait au fur et à mesure, et qui apparaissait dans le livre au fur et à mesure, qu'on faisait apparaître, Dominique peut-être, sur Feston. Parce que c'était pas écrit à l'avance, ça. Et on assistait à ça. Et c'était pas, quand je dis il arrivait au fur et à mesure, c'était actif, c'était vivant, c'est-à-dire qu'il y avait une écriture qui arrivait au fur et à mesure du livre qui se faisait, et qui
qui se propageait aussi sur ce qu'on était en train de faire. Il y avait l'onde de résonance, etc. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on montait des choses en même temps qu'il y avait cette écriture qui arrivait, et ça circulait forcément. On ne pouvait pas nous recevoir feston et comme ça le découper pour en mettre des morceaux dans le livre. C'était vivant, c'était présent, c'était une vraie énergie. On a bien compris que c'était la forme dont nous n'avons pas le moule en nous. Ça, je pense que c'est clair. Je pense qu'on a tous compris la dimension d'improvisation, de nécessité qui naît au fur et à mesure dans le livre. Moi, il y avait une autre question que j'avais pour vous, parce que je crois que ça éclaire un peu votre écriture. C'est le mail. Il y a un mail qui est dans le livre. Cézanne à Émile Bernard, je crois qu'il n'y a pas de ligne. Souvent, en écrivant, j'ai le sentiment de dessiner. Et j'avais envie peut-être que vous demandez un peu de dire quelque chose de ce mail qui me semblait très, très décisif pour entrer dans le livre. Bah, peut-être que j'ai été un peu prétentieux en laissant publier ce mail, parce que j'ai les lettres des mots. Les mots se composent de lettres, les mots ont des syllabes, tout ça. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est de l'art plastique, l'écriture. Le plus modestement possible et le plus imparfaitement qui soit, bien sûr, ça va de soi. Mais j'ai toujours le sentiment que je dessine les lettres, je continue d'écrire, je passe constamment de travail à la plume, et à l'encre, au stylo, je trempe dans l'encrier, à mon ordinateur, et je reviens à l'écriture à la main, et je repasse à l'ordinateur, et même à l'ordinateur, j'ai l'impression de dessiner les lettres, des mots, que les syllabes sont quelque chose de très plastique. J'ai l'impression aussi de regarder constamment le mot, le groupe de mots, la ligne, qui se forme, le rapport avec une autre ligne, les vides entre les blocs, si vide il y a. J'ai l'impression que c'est extrêmement visuel et que c'est manuel et que c'est plastique. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que ça pourrait devenir très lourd. Et on peut aussi se passer de ça, de ce mail, parce que ce qui compte, c'est pas tellement la méthode, c'est le résultat. Oui, mais je me disais, c'est aussi en consonance avec le fait que, voilà, ce que vous dites sur l'imagination, que vous n'avez pas d'imagination, oui, que Cézanne n'a pas d'imagination, oui, et que peut-être c'est aussi une figure très, très moderne de ne pas avoir d'imagination. Et je pensais aussi au fait que vous êtes étranger au récit. Et je me disais, là, il y a quelque chose qui révèle quelque chose du sens profond de la modernité, dans ce qu'elle a de plus poétique et aventureux. D'être dessin, de ne pas être récit et de ne pas avoir d'imagination. Oui, alors. Parce que c'est ralentir, au fond. Faire ce que vous dites sur la lettre, c'est ralentir, développer une autre attention. Et au fond, tout ce que vous écrivez, comme vous avez fait le livre, c'est sortir que le livre vient d'une conception préalable. C'est tout ça, c'est la même chose, au fond. Oui. Que le livre vient comme ça, image après image, que la lettre redevienne presque physique. Est-ce que c'est pas ça, au fond, qui s'ouvre avec Cézanne? Est-ce que c'est pas ça qui s'ouvre avec Cézanne? C'est en tout cas ça qui s'accomplit à son plus haut degré avec Cézanne. Mais je pense que ça a commencé avant lui. Je pense que Donatello, c'est comme ça. Et je pense que Masaccio, c'est comme ça aussi. Et je pense que Beethoven, c'est comme ça. Du moins la partie la plus grande de Beethoven. Je voudrais juste distinguer entre, quand je dis j'ai pas d'imagination, je ne suis pas du tout fier de ne pas avoir d'imagination.
je me suis pas privé, j'ai pas dit que j'avais une imagination, puis tu la laisses de côté, tu l'utiliseras pas. Je n'ai pas des capacités qui sont essentielles à l'écriture d'un roman, imagination. Donc, il n'y a rien de volontaire dans tout ça, et il n'y a qu'un constat d'infériorité par rapport à ceux qui en ont, les grands romanciers. Mais est-ce que ça... Oui, mais Oui. si je peux être un peu en désaccord avec vous là-dessus, est-ce que c'est seulement vous, là, ou est-ce que c'est pas quand même quelque chose de beaucoup plus profond? Est-ce que quand même... est-ce que avoir de l'imagination, c'est si... parce que quand même, là, vous parlez dans le livre, vous faites allusion à Charlotte Delbo qui parle qu'on ne peut pas avoir d'imagination. Est-ce que quand même, il n'y a pas quelque chose qui est lié à la vérité de notre temps? C'est pas seulement biographique en vous. Est-ce que quand même beaucoup des plus grands artistes au XXe siècle, enfin, vous avez raison de dire que c'était là avant aussi, mais disons quand même, est-ce que beaucoup de ce qu'il y a de plus grand, c'est de passer à un autre ordre que l'ordre de l'imagination? Ben, oui et non, parce que par exemple, Rilke, on peut peut-être dire que Rilke n'avait pas d'imagination, mais on peut pas dire que Proust n'en avait pas. Et Proust est au moins aussi grand que Rilke, il est même probablement beaucoup plus grand. Oui, mais en même temps, son roman, on pourrait dire que son roman, oui, est-ce qu'il y a des... Oui. Et d'autre part, l'ordre du récit, si je peux continuer, où là, il y a peut-être... Je sais pas le faire, c'est tout simple. Alors peut-être il faudrait que je dise autrement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'imagination et avec les récits. Ça m'ennuie depuis toujours. Et je trouve que chez Proust... Moi, ça m'ennuie pas. Et moi, je trouve que chez Proust, il n'y a pas d'imagination et il n'y a pas de récit. Ah ben si. Parce qu'il y a une sorte de coprésence d'attention. Il imagine avec une puissante capacité de vérité le monde dans lequel dont il est le contemporain. Dans ses subtilités, dans ses couches, dans ses strates, dans sa musicalité, dans son horreur, dans sa beauté, dans sa musique, dans ses odeurs. Il est capable de tout ça. Je ne suis pas capable de ça. Et Proust est capable de ça. C'est des dons stupéfiants. Il faut le dire, mais Proust, c'est de la grande poésie. Je pense que Proust, c'est le plus grand poète du XXe siècle. En tout cas, le plus grand poète français. Mais je pense que c'est le plus grand poète du XXe siècle. Pour toutes les raisons possibles. Pour la façon pour la vie de la réalité. Donc, ce en quoi lui et moi faisons le même métier, c'est que... non mais c'est pas drôle. C'est-à-dire, enfin, c'est pas drôle parce que c'est à mon détriment. C'est que il s'agit de donner vie à ce qui arrive. Il s'agit de donner vie à ce qui est et qui n'est pas si nous ne lui donnons pas vie. Il y a monde parce qu'il y a phrase de Proust. Et non pas il y a phrase de Proust parce qu'il y a monde. Donc, je fais le même job, mais avec des moyens différents, très différents. Et je crois que j'ai dit quelque part dans le livre à propos de Nature morte au Magnolia, ce chef-d'œuvre de Matisse, qu'il faut probablement maintenant aller à Abu Dhabi pour voir grâce aux fabuleux arrangements du Louvre, mais qui a absolument dicté sa loi à ma jeunesse, et que j'ai vécu comme une apparition, et s'il avait été romancier, je l'aurais vécu comme une rencontre. Et j'étais conscient aussi que c'était une rencontre, et pas seulement une apparition. Mais je n'ai pas les moyens d'en écrire le roman de cette rencontre. Par contre, j'ai travaillé à avoir les moyens, aux autres de dire si j'ai pu le faire, de rendre sensible cette apparition. Bon, ça, c'est une énorme différence entre Proust et moi. Il n'y a pas que celui-là, inutile de vous dire. Hein. Excusez-moi, parce qu'on a l'air très prétentieux de s'égaler. Donc, on se compare. Il faut se comparer. C'est un exercice majeur et un risque majeur de l'intelligence. Mais se comparer, ça n'est pas s'égaler.
Donc, je me compare en méthode, en travail à Proust. Je ne m'égale pas, et jamais, et si c'était m'égaler, vous jetez-moi par la fenêtre. Non. Non. Mais est-ce que, je sais pas si je me suis fait comprendre. Si. C'est très important pour moi, ça. Très important pour moi. Très. Et la poésie, la grande poésie, peut naître de la transcription de l'apparition, tout comme elle peut naître et comme elle naît aussi de la transcription de la rencontre. Donc, je tiens énormément à ça, et c'est une des choses que je suis heureux d'avoir fait passer dans le livre plus nettement, beaucoup plus nettement, et avec beaucoup plus de risques que ce que j'avais pu faire dans mes livres précédents. Oui. Quand je pense que dans ce livre, c'était censé y avoir que des images et rien d'écrit, que j'étais pas censé écrire une ligne de ça. Au départ, oui, c'est comme ça, c'était prévu comme livre d'images, un livre d'images. Et finalement, au résultat, c'est aussi un livre d'images quand même. Ah, je pense que vous avez dit aussi, au fond, qu'un texte devient image aussi. Oui. Je pense que c'est très Oh, bien. on l'avait. Oui, enfin, vous l'avez dit ça tout à l'heure. On l'avait pensé comme ça. Oui. Enfin, on l'avait vu comme ça en faisant le livre. Oui. Que les textes allaient. Parce qu'au fond, c'est ça. Oui. La métamorphose du livre, c'est qu'il n'y a pas le texte et les images. C'est qu'il Oui. y a quelque chose qui. C'est que le texte est image, et que Oui. l'image a une existence poétique Oui. en elle-même extrêmement forte que le livre expose. Et ça, c'est très curieux parce que une photographie du fifre de Manet n'est évidemment pas la peinture de Manet. Elle est quoi? C'est une image. Et cette image est dotée d'une vie, d'une puissance. Cette seule photographie de l'œuvre a une vie qui a une puissance extraordinaire. Et avec Cunningham à côté. Et avec Cunningham à côté, c'est pas une addition, c'est une multiplication. C'est une sorte de toutes les dimensions traditionnelles, en tout cas de mon appréhension des données de mon travail, toutes ces dimensions sont catapultées hors d'elles-mêmes, explosent. J'étais pas sûr que ça serait le cas. Je veux dire, ça paraît aujourd'hui, mais vous savez, faut quand même le tenter, ça. Je veux dire, et alors, évidemment, que ça m'aidait beaucoup d'avoir Adrien et Sophie, parce que les premiers qui étaient les juges, j'étais pas seul juge de ce que je faisais. J'avais, bon, de temps en temps, ils disaient ça fonctionne pas. Bon, et alors, Pas trop quand même. ici. Et donc, Non, mais on essayait constamment que ce Oui. soit pas des illustrations. Voilà. Que Et les ça n'est images pas, les images soient sont- des rencontres, on ça- peut dire ça. soit des êtres Des êtres, des rencontres. qui aient une vie que vous propre. disiez. C'est ça. Et ça met en jeu, curieusement, moi ça met en jeu la ville où tout ça a lieu. J'ai vécu ma vie d'adulte, en gros, même si j'ai pas vraiment vécu à New York, j'étais tellement que j'ai l'impression d'y avoir vécu. Alors, j'étais 8 ou 9, 10 fois par an, très longuement, donc je savais même plus où j'étais, mais j'ai vécu, il y a eu les deux villes de ma vie sont Paris et New York. Et donc, je pense que ça se sent. C'est-à-dire, Merce Cunningham, j'ai vécu dans la ville de Merce Cunningham. Constamment, j'allais constamment voir Balanchine. J'allais même à l'école de danse de Balanchine. La photo extraordinaire je crois que Martha Swope, de Balanchine et Stravinsky, c'est ma vie, littéralement. C'est mon New York et c'est ce que je respirais. Tout comme le dialogue entre le déjeuner sur l'herbe de Manet et le tableau de Giorgione, dont maintenant le titre m'échappe. Le concert champêtre. Et le concert champêtre, pardon, ou du Titien, je sais plus, peu importe. J'ai constamment fait ce voyage de l'un à l'autre, de l'autre côté de la scène, d'aller voir l'un l'autre constant. C'est pas une chose que j'ai pêché dans une pochette surprise, c'est littéralement ma vie. Donc c'est gênant de devoir avouer que j'ai raconté ma vie. Mais l'autre jour, j'ai été interviewé à propos du livre
par une jeune femme qui voulait faire sa thèse sur Matisse, Aragon, Fourcade. Et évidemment que je l'ai totalement dissuadé, il m'a fallu un après-midi entier. Mais n'empêche que ça, pour 1000 raisons, pour 1 milliard de raisons, faut pas faire ça. Mais n'empêche que ça m'a mis le puce à l'oreille parce que je me suis dit, bon, vous connaissez probablement tous l'existence d'un livre d'Aragon qui, malgré toutes mes réticences sur Aragon, est quand même un très beau livre, qui est Henri Matisse Roman. Et je me suis marré, j'ai dit à cette jeune femme, mais au fond, on pourrait appeler ce livre Dominique Fourcade Roman. À cette nuance près, que je suis à la fois le sujet et l'objet, tandis que dans le livre d'Aragon, c'est Matisse l'objet. Enfin, il est aussi le sujet, mais d'une autre façon. Donc on rigolait et tout de suite. Alors, il ne faut pas trop dire de choses parce que tout de suite, elle s'est mise à l'écrire. Mais bon, c'est une des multiples fenêtres qui s'ouvrent d'une façon complètement imprévue sur ma situation d'écrivain, à laquelle je ne peux plus grand-chose aujourd'hui, dit-on, parce qu'elle est largement configurée maintenant, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que ça m'a amusé, et parce qu'il faut aussi rigoler, il ne faut pas se prendre pour Victor Hugo, surtout pas, et on n'est pas sur un promontoire, on rit, on se moque de soi-même, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on termine sur la photo du plus vieux footballeur du monde, qui... vous verrez quand vous aurez le livre, on va rien vous dire. Mais pour dire, voilà, on rit de soi aussi, et puis c'est ma vie aussi, malgré tout. La gaucherie fait partie de la beauté. Et ma gaucherie est étalée aussi dans ce livre. Elle est tout à fait mise à nu, elle est... les choses c'est une addition de choses qu'on ne fait pas assez bien, dont on n'a pas la maîtrise, et qui n'arrêtent pas de vous échapper, de déraper, et puis d'aller ailleurs que ce qu'on avait prévu. Mais c'est très beau, ça, dans une vie. Si je puis me permettre, je veux dire, la gaucherie est un des modes existentiels selon lequel je suis persuadé, grâce auquel je suis persuadé d'avoir pu accéder à des choses absolument vitales. Et je crois que ce livre le dit aussi. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, non. Adrien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je crois que c'est bien la gaucherie. Enfin, je pense qu'on peut clore dessus. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour le livre et merci d'être venu. Eh ben c'est moi et c'est nous qui vous remercions. C'est moi qui vous remercie, en tout cas très fort. Merci.